Préparez-vous à explorer certaines des découvertes archéologiques les plus énigmatiques du monde dans cette vidéo captivante. Malgré les efforts acharnés des experts, nous peinons encore à saisir pleinement la signification de ces artefacts. Des reliques partiellement comprises à des objets complètement incompréhensibles, les secrets qu'ils renferment demeurent une énigme. Accompagnez-nous dans un voyage de découverte à travers le temps et l'espace, alors que nous nous plongeons dans les mystères que représentent ces anciennes reliques. Dissimulé au cœur de la forêt luxuriante du village de Kandana en Inde, se trouve un trésor d'art ancien et d'artisanat remontant au 1er siècle avant notre ère. Ces grottes remarquables, connues sous le nom de grottes de Kandana, sont un spectacle à couper le souffle, avec 16 grottes bouddhistes magnifiques qui mettent en lumière le talent incroyable des peuples qui habitaient autrefois la région. Pour atteindre les grottes, les visiteurs doivent descendre du village de Rajmachi, et une fois sur place, ils seront accueillis par le site époustouflant du Chat Uke. Cette grotte abrite une impressionnante dagoba avec un unique chapiteau qui représente le reliquaire, orné du motif de la balustrade bouddhiste. Alors que les colonnes qui ornaient autrefois l'entrée de la grotte sont pour la plupart dégradées, les visiteurs peuvent encore apprécier les vestiges de l'écran en bois qui remplissait autrefois l'entrée et le fragment de relief d'une tête avec une inscription en caractères brahmi. Une autre grotte qui mérite d'être explorée est la grotte de Vahara, qui présente une unique véranda avec 5 piliers octogonaux et 2 antées. La salle à l'intérieur de la grotte compte 15 piliers et 6 cellules de chaque côté, avec un plafond incroyable imitant une salle structurale, avec des poutres et de faux chevrons plus petits. Un mystère majestueux est arrivé dans la ville de Paris en France, en septembre de l'année 2022. Dressé fièrement à une hauteur impressionnante de 2 mètres et 13 centimètres, son torse nu dégage une aura de puissance et de divinité, rappelant les dieux anciens d'Égypte ou une statue de Corée grecque. Cependant, ses origines sont bien plus intrigantes que ces civilisations bien connues. Cette statue en grès représente un roi ou un grand prêtre de l'ancien royaume léonite, une société florissante qui prospéra pendant 1500 ans dans l'oasis fertile et le poste commercial de Datan. Aujourd'hui, Datan et ses environs sont le centre d'intenses recherches sur l'Arabie ancienne, avec un intérêt croissant pour les cultures pré-islamiques de la région. Les Léonites ont une présence marquée dans l'Ancien Testament, et les chercheurs pensent qu'ils étaient un peuple pacifique qui prospérait grâce au commerce. Cependant, à mesure que leur royaume se révèle à la modernité, le mystère entourant leur vie quotidienne et leurs pratiques religieuses s'approfondit. Cette impressionnante statue est maintenant exposée au musée du Louvre à Paris pour 5 ans, permettant aux visiteurs de témoigner des trésors mis au jour à Datan. Une structure antique énigmatique a été dévoilée lors de l'installation de câbles à fibre optique dans la petite commune du nord-est de l'Italie, Toriano, en mars de l'année 2023. Composée de 2 murs longitudinaux et d'un cours d'eau surmonté d'un toit, cette structure est constituée de lourdes dalles de pierre formant un rectangle. Les érudits ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'un cyste funéraire, mais les fouilles n'ont révélé aucune dépouille humaine. Cette structure renferme uniquement de la terre argileuse boueuse, typique des cours d'eau. L'hypothèse prédominante suggère qu'elle était une chaussée permettant aux chariots de traverser un antique cours d'eau qui s'écoulait autrefois à cet endroit. Alternativement, elle aurait pu servir de conduite de décharge ou de tuyau de drainage, bien que ces dalles de pierre lourdes et rudement taillées ne soient pas idéales pour cette fonction. En raison de la taille et du poids significatif de la structure, il s'agissait probablement d'un projet d'infrastructure nécessitant un investissement considérable. Nous ne parlons donc pas d'une construction rapidement érigée par un paysan local. Bien qu'il soit impossible de dater les lourdes dalles de pierre sans les artefacts ou restes associés, la découverte reste fascinante. La structure a été réinhumée pour sa propre protection pendant que l'installation de la fibre optique se poursuit. Une sphère de pierre curieuse ornée d'un creux circulaire a plongé la communauté de Rhuddlin au nord du pays de Galles dans la perplexité. Cette pierre a été découverte en mars de l'année 2023 dans le jardin du cottage de Chesney, qui faisait autrefois partie de la salle du Parlement à Rhuddlin, située sous le château de la ville du XIIIe siècle. Certains pensent qu'il s'agit d'une arme d'artillerie médiévale, peut-être un boulet de canon
ou un projectile de trébuchet. Cependant, d'autres suggestions vont d'un lestage de filets du Paléolithique à une pierre à bouillir utilisée dans la cuisine ancienne, ou une pierre de garde fixée au bâtiment pour éviter les dommages causés par les chariots de passage. Alison Blackledge, qui rénove la propriété, a fait la découverte en déracinant un arbre dans le jardin. Alison est déterminée à identifier cette pierre, car le cottage a une importance capitale dans l'histoire de Rhuddlin, où ses parents ont vécu toute leur vie. Rhuddlin est un site d'une importance archéologique exceptionnelle, avec un patrimoine remontant à 9000 ans, restant vide pendant des milliers de ces années avant d'être repeuplé par les Romains. Au XIe siècle, c'était la capitale de Gwynedd pour le roi gallois, Gruffydd ap Llywelyn. Peut-être que le roi aurait été en mesure d'identifier la pierre. Combien de fois avez-vous passé un temps infini à chercher quelque chose pour finalement le trouver juste sous votre nez, là où il était depuis le début? Nous connaissons quelques archéologues au Kurdistan irakien qui ont vécu cela en juillet de l'année 2022. Ils ont entrepris des fouilles d'une forteresse montagnarde sur le site de Rabban Merkouria. L'existence de cette forteresse est connue depuis un certain temps, mais il s'agit du premier relevé archéologique formel à s'y dérouler. Après quelques semaines de fouilles, ils pensent désormais que Rabban Merkouria pourrait être la ville de Netanya, longtemps perdue. Cette ville était également connue sous le nom de Netuni Sarakota, et jusqu'à présent, la seule preuve de son existence était son nom imprimé sur un petit nombre de pièces frappées dans la région il y a 2100 ans. Netanya a probablement été nommé d'après son fondateur, Netunassar, le fondateur de la dynastie royale d'Adiabène. Les archéologues ont découvert un bas-relief gravé dans une falaise sur le site qui correspond aux représentations classiques de Netunassar, tant dans l'apparence que dans la tenue. Ce n'est pas une preuve concluante que c'est la ville qui l'a nommé, mais la présence de ceux qui semblent être des casernes et un complexe religieux dédié à la déesse zoroastrienne Anaïta renforce cette hypothèse. Au large de la côte sud de Victoria en Australie, un trésor caché de merveilles sous-marines a été découvert en 2016. Les célèbres falaises calcaires des 12 apôtres, culminant à plus de 40 mètres, sont depuis longtemps un spectacle naturel emblématique de cette partie du monde. Cependant, au fil du temps, 4 de ces colonnes monumentales se sont effondrées dans l'océan, ne laissant que 8 des 12 originaux se dresser fièrement face aux marées. Pourtant, une équipe de scientifiques a récemment mis au jour 5 nouveaux apôtres de calcaire, submergés sous la surface de l'océan. Surnommés les apôtres noyés, ces structures ont été découvertes par Rhiannon Bézor, un étudiant en doctorat, lors de l'analyse des données sonars de la côte de Victoria. Leur position sous-marine explique pourquoi elles sont restées cachées jusqu'à l'année de leur découverte. Comparativement à leurs homologues exposés, ces nouveaux apôtres sont plus courts, n'atteignant que 6 à 9 mètres. L'érosion a également aplati leur sommet, mais on estime qu'ils se tiennent debout depuis plus de 60 000 ans, offrant un habitat aux coraux et aux poissons. C'est un témoignage de leur résilience et de leur durabilité, défiant les probabilités et résistant fermement à la force impitoyable de la nature. Nous n'avons aucune idée de qui a construit la pyramide de Quiquilco à Mexico au Mexique. Il existe quelques indices qu'une éruption volcanique massive a détruit la civilisation qui existait autrefois ici, mais à part cela, ils n'ont laissé que très peu de choses derrière eux pour nous les rappeler, à part leur pyramide. En examinant le terrain autour de la pyramide, les archéologues ont pu conclure qu'il a été cultivé pendant une période qui a commencé il y a environ 3200 ans et qui a pris fin au 1er siècle lorsque le volcan Xitle a éclaté. Ce fut un tragique revirement de situation pour la population mésoaméricaine qui aurait adoré un dieu du feu. Alors que certains historiens croient que toute la population a péri dans cette catastrophe, certains pensent que les survivants ont fui vers d'autres parties du Mexique et ont emporté avec eux des éléments de leur culture, jouant éventuellement un rôle dans l'émergence de Teotihuacan. Bien qu'il n'y ait plus d'humains vivant ici, il y a une population florissante de serpents à sonnettes et de tarentules, ce qui en fait un endroit quelque peu dangereux à visiter. Nous ignorons déjà tellement de choses sur l'histoire ancienne de l'Amérique du Sud, mais nous pourrions devoir ajouter une toute nouvelle civilisation inconnue à l'équation. L'Apsara National Authority, également connue sous le nom d'ANA, a fait une découverte étonnante au fond d'un étang près du temple d'Angkor Wat en 2020.
un mystérieux édifice en bois qui a été submergé pendant près d'un millénaire. Selon M. Sakriti, directeur adjoint du Centre de recherche et de documentation internationale d'Angkor de l'ANA, cette découverte est sans précédent dans la longue histoire d'Angkor Wat. Les archéologues khmers et étrangers font des recherches sur les régions d'Angkor depuis plus de 150 ans, mais nous n'avons jamais découvert quelque chose comme cela, a-t-il déclaré. La structure en bois a été découverte fortuitement lors de la restauration de la grotte septentrionale du temple. L'équipe de conservation de l'ANA a décidé de réparer l'étang, qui est souvent l'objet de photographies prises par les touristes en visite. En fouillant le fond de l'étang, ils sont tombés sur un poteau de bois enfoui qui s'est avéré faire partie d'une structure de bâtiment. Malheureusement, seule une partie du bâtiment pouvait être vue, de sorte que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en découvrir toute l'étendue. L'ANA continuera d'enquêter sur l'histoire du bâtiment, y compris son âge, pour mieux comprendre cette découverte intrigante. Toutes les découvertes associées à Angkor Wat sont précieuses, car nous en savons si peu à ce sujet. Il faut regarder de très près les roches de la ville de Sliven en Bulgarie pour voir ce que l'on appelle le troupeau de pierres, mais ils sont bel et bien là. Ils ont peut-être été fortement érodés par le temps et les éléments, mais il y a toute une série de gravures représentant la tête de nombreux animaux, dont la plupart seraient considérés comme du bétail. Ces pétroglyphes ont été gravés sur le flanc d'une paroi rocheuse et, en fonction des différents dessins, ils semblent être l'œuvre de plus d'une personne. Il est probable que nous ne saurons jamais qui étaient ces personnes. Presque rien n'est connu sur le site et, en raison des difficultés liées à la datation des roches, nous ne pouvons même pas faire une supposition éclairée sur le moment où elles pourraient avoir été créées. Cependant, au vu de l'ampleur de l'érosion, il est évident qu'elles sont anciennes. La majorité des gravures représentent des chèvres, des taureaux et des béliers, mais on y trouve aussi quelques animaux sauvages et créatures aquatiques. La présence de ces autres créatures amène certains experts à penser que les gravures pourraient faire référence au zodiaque, mais il est tout aussi possible qu'il s'agisse d'une ancienne équipe d'agriculteurs essayant de compter leurs troupeaux. Lorsqu'on découvre des momies, elles se trouvent généralement en Égypte. Les découvertes de momies au Pérou sont plus rares, mais pas inconnues. Les découvertes de momies au Pérou qui arrivent en faisceau, par contre, sont pratiquement inouïes. En mai 2018, une équipe de recherche à Lima, au Pérou, a trouvé un faisceau de momies vieux de 1000 ans, dans ce qui a été décrit comme un état de conservation quasi parfait. La découverte a eu lieu sur le site archéologique bien établi de Pachacamac. C'est une trouvaille presque miraculeuse, car Pachacamac a été largement pillé par des pilleurs à l'époque antique. Nous ne connaissons même pas le nom de la culture à laquelle appartiennent ces momies. Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'elles sont antérieures aux Incas. Ils enveloppaient leurs morts en faisceaux de cette manière, incluant généralement non seulement les restes du défunt, mais aussi une collection d'objets funéraires contenus dans des couches d'emballages élaborés. On espérait initialement qu'il serait possible de déterminer l'âge, le sexe, la santé, et peut-être même la cause du décès de cet individu, mais cela s'est avéré trop demandé. La momie est bien conservée, mais pas immaculée. Parce que nous sous-estimons souvent les capacités de construction de nos ancêtres, il est surprenant pour la plupart des gens de découvrir que les êtres humains ont construit des îles artificielles partout sur la planète depuis des siècles. En Écosse, ces îles sont appelées Crannogs, et grâce à une découverte relativement récente, nous savons maintenant que ces Crannogs écossais sont encore plus anciens que nous le pensions. On a longtemps cru que le plus ancien Crannog écossais remontait à l'âge du fer, aux alentours du 9e siècle. Cependant, en 2018, des datations au radiocarbone ont été effectuées sur 4 des Crannogs des Hébrides extérieures d'Écosse, et ces tests ont donné un résultat surprenant. Les Crannogs n'ont pas 1200 ans, ils ont plutôt 5500 ans. Construire un Crannog n'est pas une tâche aisée. Le processus implique d'empiler couche après couche de roches sur le fond marin jusqu'à ce que l'île dépasse des vagues, puis de recouvrir toute la construction de terre pour pouvoir y faire pousser de l'herbe et des plantes. Ce matériau de construction devait être transporté jusqu'au site du Crannog en bateau. En d'autres termes, les gens qui vivaient dans le nord de l'Écosse il y a 5500 ans étaient des ingénieurs et des constructeurs de bateaux hors pair. L'histoire les a sous-estimés.
Stonehenge est de loin le lieu ancien le plus célèbre de la plaine de Salisbury en Angleterre, mais il y a un autre mystère ancien à un peu plus de 3 kilomètres au nord de Stonehenge, sous la forme du Robin Hood's Ball. Bien que portant le nom du personnage folklorique le plus légendaire d'Angleterre, il n'a aucun lien avec l'histoire de Robin des Bois, et nous ne savons même pas pourquoi il a reçu ce nom. Il apparaît simplement sur une carte en 1820 sans aucune explication. C'est une enceinte à causeway néolithique, une série de courtes fosses avec des chaussées menant de chaque fosse au centre du monument. Pendant l'ère néolithique, quiconque se tenait au centre de l'enceinte aurait pu voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. Cette vue aurait en théorie inclus Stonehenge, mais la plupart des preuves suggèrent que l'enceinte a été construite avant le cercle de pierre. Les experts pensent qu'elle a été créée il y a environ 6000 ans et régulièrement utilisée pendant 1000 ans. Cependant, on ignore à quoi servait ce site pour les peuples néolithiques. En mai de 2023, le musée Rijks a acquis une rare et exquise coupe à boire en verre rouge rubis, œuvre de Johann Kunkel, éminent alchimiste, apothicaire et maître verrier allemand du XVIIe siècle. Datant d'environ 1685, cette coupe met en valeur la technique novatrice de Kunkel, qui consistait à ajouter de l'or au verre pour obtenir une couleur rouge intense et profonde. Seule une vingtaine d'exemplaires de ces premières pièces en verre rouge rubis sont connus, ce qui rend cette coupe calice en forme de coquille, avec sa forme unique, son style et sa scène gravée de poutis jouant autour des vignes, une découverte véritablement exceptionnelle. La gravure sur la coupe est attribuée à Gottfried Spiller, un maître graveur de verre réputé pour son travail sur les verres rouges rubis. Le verre lui-même ressemble plus à de la pierre taillée qu'à du verre soufflé, s'inscrivant dans la tradition des Kunstkammer, ou collections qui rassemblent des objets extraordinaires issus de la nature, de la science et de l'art. La découverte que des composés d'or pouvaient produire des nuances de rouge dans le verre était connue dans l'Antiquité. Mais c'est Kunkel qui a affiné le processus et publié son propre traité sur la production du verre. Il a perfectionné la recette du verre rouge rubis qui a gagné une immense popularité et était considéré comme un matériau précieux aux bienfaits supposés pour la santé. Au début du 19e siècle, les nobles britanniques se sont adonnés à une mode qui ajoutait un élément de mystère à leurs affaires romantiques, les yeux des amoureux, également connus sous le nom de miniatures oculaires. 16 pièces de bijouterie uniques ont gagné en popularité pendant l'époque géorgienne et consistaient à ne représenter que les yeux de l'être aimé. Si les portraits personnels étaient des ornements courants depuis des siècles, la concentration exclusive sur les yeux était une nouveauté. Cette tendance a émergé autour de la Révolution française, mais a gagné en popularité en Grande-Bretagne, principalement en raison de l'influence du prince de Galles, plus tard George IV. Connu pour ses nombreuses liaisons amoureuses, il a eu sa liaison la plus notoire avec Maria Fitzherbert. Malgré les contraintes légales et sociétales, George a couvert Maria d'affection, notamment par le biais d'un portrait de son œil peint par Richard Cosway, qu'il a envoyé avec une proposition de mariage. Leur union interdite a été de courte durée, George III intervenant et forçant le prince à épouser une princesse allemande. Cependant, le prince de Galles avait, sans le savoir, déclenché une mode pour les yeux des amoureux. 16 pièces intimes créaient un lien tactile entre celui qui les portait et le sujet représenté, créant un sentiment de proximité émotionnelle. Aujourd'hui, seuls environ 1000 yeux des amoureux de la période 1780 à 1830 survivent. En mai de l'an 2023, des archéologues en Israël ont confirmé avoir mis au jour une ancienne archive financière datant de 2000 ans sur la route des pèlerins dans la cité de David à Jérusalem, mettant en lumière les activités commerciales de l'époque du Deuxième Temple. L'autorité israélienne des Antiquités a révélé que cette petite tablette de pierre servait probablement de reçu ou d'instruction de paiement, offrant un précieux aperçu de la vie quotidienne des habitants de la cité. L'inscription présente des lignes partiellement conservées, comportant des noms, des lettres et des chiffres en hébreu. Une ligne se termine par le nom Simon, suivi de la lettre hébraïque Mem, tandis que d'autres lignes comprennent des symboles représentant des nombres, certains accompagnés des lettres Mem ou Resh, abréviations respectivement de argent et quartier. Des inscriptions similaires ont été trouvées à Jérusalem et à Beth Shemesh,
mais c'est la première qui a été découverte à l'intérieur des limites de l'ancienne Jérusalem de cette période. La tablette a été gravée sur une plaque de craie qui a probablement été initialement utilisée comme ossuaire, suggérant la possibilité d'un commerce ou d'un artisanat local. La route des pèlerins, comme son nom l'indique, constituait un axe crucial pour les activités de pèlerinage et commerciales, soulignant l'importance de cette découverte pour la compréhension du récit historique de Jérusalem. Cette statue Moai, initialement érigée à Orongo sur l'île de Pâques, se dresse maintenant comme une silhouette solitaire à Londres. Son âge exact est incertain, mais comme tous ses congénères, on pense qu'elle a été réalisée entre les années 1000 et 1600. Nommée Oa Akananaia par les autochtones de l'île, signifiant « ami perdu » ou « volé », elle revêt une importance particulière en raison de son vol par des explorateurs britanniques en 1868. Sculptée dans du basalte, la statue suit le design typique des Moai de l'île de Pâques, présentant des traits faciaux distincts tels qu'un nez proéminent, des sourcils, un menton, des mamelons et des oreilles allongées. Seuses mains reposent sur un ventre saillant, tandis que des pétroglyphes ajoutés plus tard ornent son corps, y compris des représentations d'hommes-oiseaux, une frégate appelée Manutara et des pagaies cérémonielles. Il y a d'autres gravures qui n'ont pas encore été identifiées positivement. Après son voyage en Angleterre, le Moai a été offert par la reine Victoria au British Museum en 1869, où il reste exposé. Cependant, le gouvernement chilien revendique la propriété de la statue, tandis que certains groupes indigènes de Rapa Nui ont plaidé pour son retour sur l'île. Le gouvernement britannique s'oppose à cette proposition, invoquant l'absence d'un plan de conservation pour le Moai sur l'île de Pâques. Le bouclier Gweagal est un artefact fascinant qui revêt une immense signification culturelle et historique en Australie. Créé par le peuple autochtone des Gweagal, le bouclier est un exemple remarquable de leur riche tradition artistique et technologique. Sculpté dans le bois, le bouclier présente des gravures complexes et des motifs décoratifs qui reflètent l'identité culturelle unique de la communauté Gweagal. L'un des aspects les plus célèbres du bouclier Gweagal est son lien avec l'arrivée du capitaine James Cook à Botany Bay en 1770. On pense qu'un guerrier aborigène nommé Kumon a utilisé ce bouclier lors d'une confrontation avec Cook et son équipage. Cette rencontre a marqué la première interaction significative entre les Australiens indigènes et les explorateurs européens, faisant du bouclier Gweagal un puissant symbole de résistance et de résilience. Actuellement conservé au British Museum de Londres, le bouclier Gweagal sert de rappel tangible de l'histoire coloniale de l'Australie et de la relation continue entre les communautés autochtones et leur patrimoine culturel. Sa présence dans le musée a suscité des discussions sur la question de la rapatriation et de l'importance de rendre les artefacts culturels à leurs propriétaires légitimes. Le bouclier Gweagal témoigne du talent artistique et de l'esprit indomptable du peuple Gweagal, encapsulant un chapitre important du passé australien. La sculpture en bois connue sous le nom de statue Mangareva, ou figure de divinité, provient de l'île de Mangareva en Polynésie française. Créée à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, cette figure masculine de Dieu a été remise aux missionnaires anglais lorsque la population locale a embrassé le christianisme. Finalement, le British Museum a acquis la sculpture en 1911. Au début du XIXe siècle, des explorateurs et des missionnaires européens sont arrivés à Mangareva, introduisant de nouvelles croyances religieuses chez les insulaires. En 1835, des missionnaires français, avec le soutien du roi local et de l'ancien grand prêtre, ont détruit une grande partie de l'art indigène, mais ont épargné cette idole. La London Missionary Society a probablement obtenu la statue dans les années 1820 et l'a plus tard prêtée au British Museum avant de la vendre à la collection nationale. La statue de Mangareva est sculptée dans du bois polynatif de la région et reste en grande partie intacte, ne manquant que des parties de ses bras et de ses pieds. La figure représente une divinité masculine debout, présentant des caractéristiques distinctes uniques à l'art de Mangareva. Bien que sa signification précise et son nom soient incertains, les érudits suggèrent qu'elle pourrait représenter soit le dieu agricole Rongo, soit le dieu principal de Mangareva II.
Les galets peints, confectionnés dans le nord de l'Écosse durant le début de l'époque médiévale, révèlent des aperçus fascinants sur la culture de cette époque. Ceux petits galets de quartzite de plage sont ornés de motifs brun foncé, incluant des points, des lignes ondulées, des cercles, des pentacles, des croissants et des triangles, ressemblant aux motifs de pierre symboliques pictes. La substance utilisée pour la peinture reste non identifiée, bien que le goudron de tourbe soit une possibilité probable. Environ 55 galets peints ont été découverts jusqu'à présent, principalement sur des sites de ruisseaux et des lieux liés à l'époque des Pictes. Ces galets auraient pu servir de pierre de fronde ou de pierre de charme, censés posséder des propriétés magiques et curatives. Selon la folklore écossaise, Saint Columba a béni un galet de pierre blanche provenant de la rivière Ness, qui avait le pouvoir de guérir les maladies lorsqu'il était placé dans l'eau. Cette légende souligne l'importance des pierres aux propriétés curatives, une croyance qui perdure encore aujourd'hui, même dans le monde développé. Les galets peints offrent une connexion tangible aux croyances et traditions anciennes, apportant des aperçus précieux sur la culture du début de l'époque médiévale en Écosse. Leur présence met en lumière l'importance culturelle de ces artefacts et leur rôle dans les pratiques anciennes. Le tambour akan est un instrument de musique originaire d'Afrique de l'Ouest, notamment parmi le peuple Akan du Ghana et de Côte d'Ivoire. Ce tambour revêt une profonde signification culturelle et historique au sein de la société Akan. Fabriqué avec une attention méticuleuse aux détails, le tambour akan démontre un savoir-faire exceptionnel et une habileté artistique. Sa forme distinctive en sablier, taillée dans un seul morceau de bois, capte le regard et l'imagination. Les peaux de tambour de l'akan sont faites de peaux d'animaux tendus fermement sur le cadre en bois, produisant des sons résonnants et vibrants lorsqu'ils sont frappés. Les rythmes produits par des batteurs qualifiés véhiculent des messages, annoncent des événements importants et reflètent le riche patrimoine culturel du peuple akan. Le tambour sert de moyen de communication, permettant aux communautés de s'unir, d'exprimer des émotions et d'évoquer des esprits ancestraux lors de cérémonies et de rituels. Au-delà de sa fonction musicale, le tambour akan incarne l'identité collective du peuple akan, ses traditions culturelles et ses croyances spirituelles. Sa présence dans les rassemblements sociaux, les festivals et les rites de passage témoigne de son importance persistante. Aujourd'hui, le tambour akan a transcendé son contexte culturel original et est célébré comme un symbole du patrimoine africain et de l'excellence artistique à travers le monde. Un champ de bataille est un lieu propice à la recherche de trésors enfouis, mais le problème est que la plupart des principaux champs de bataille anciens du monde ont déjà été identifiés et fouillés. Cela n'est toutefois pas toujours le cas. Un champ de bataille de l'époque Ming, datant d'environ 370 ans, a été découvert en Chine au début de l'année 2017 et a déjà livré plus de 10 000 objets. Les experts fouillent encore les objets qu'ils ont trouvés, mais ils sont déjà très enthousiasmés par ce sceau impérial en or incroyablement rare. Ils pensent qu'il pourrait avoir appartenu à l'héritier présomptif d'un des anciens empereurs de Chine. L'objet provient du site historique de Jianchengyan et remonte à une époque tumultueuse de l'histoire chinoise, lorsque la dynastie Ming s'est effondrée et que la dynastie Qing a émergé. Il est douteux que quoi que ce soit d'autre trouvé là-bas pendant le reste de la recherche soit plus précieux que le sceau. Ce rectangle doré de 3 par 1 pouce, avec uniquement sa tortue décorative, est presque certainement le seul de son genre jamais créé. Il pourrait même être tombé entre les mains de Xiang Xinsong, le chef rebelle connu sous le nom de Tigre jaune, qui a dirigé le soulèvement contre l'Empire Ming. Les danseuses en terre cuite Aniwa, conservées au Musée national de Tokyo, sont une paire de figures funéraires en terre cuite intrigantes de l'ancien Japon. Ces Aniwa uniques, découvertes en 1930 dans les monticules funéraires de Nohara, dans la préfecture de Saitama, sont réputées pour leurs gestes distinctifs, d'où leur surnom de danseuses. Datant de la période Kofun, de 250 à 538, ces sculptures présentent un design simpliste avec des traits abstraits et évoquent des mouvements de danse. Les danseuses en terre cuite Aniwa se caractérisent par leur haut niveau d'abstraction, des statues debout avec des bras en argile. Elles n'ont pas de bas du corps, présentant un tube cylindrique comme base pour la tête. Les figures ont le bras gauche levé
et le bras droit étendu diagonalement vers le bas, formant une forme de S inversée. Leurs traits du visage expressif, avec des cercles creusés pour les yeux et la bouche, sont inhabituels pour les Haniwa. La figure la plus petite représente un paysan masculin, identifié par une coiffure de paysan et un outil ressemblant à une faux, tandis que la figure la plus grande n'a ni cheveux ni lobe d'oreille. Une réinterprétation récente suggère que ces Haniwa pourraient représenter des gardiens de chevaux plutôt que des danseurs, mais cette théorie historique n'a pas encore gagné l'adhésion générale. Affirmer que le bloc de Cascado est une pomme de discorde pour les archéologues et les scientifiques serait un euphémisme. Pour ces partisans, il s'agit de la preuve que la civilisation Olmec a développé la première forme d'écriture en Amérique. Pour ces détracteurs, il s'agit d'un faux plus moderne, et il y a peu de chances que les deux parties parviennent jamais à s'accorder. Les circonstances de sa découverte ne facilitent pas les choses. Plutôt que d'être déterré par des archéologues, il a été trouvé dans un tas de débris à Veracruz, au Mexique, par des constructeurs de routes en 1990. Les figurines en argile et les céramiques trouvées autour de lui ont été datées d'environ 1000 ans avant notre ère. Il est donc supposé que le bloc de Cascado, avec son système complexe de glyphes, provient de la même époque historique. Si c'est le CA, il prédate la langue écrite des Zapotèques d'environ 400 ans. Certains des symboles semblent représenter des animaux et des oiseaux, mais d'autres sont abstraits et impossibles à déchiffrer. L'arrangement des symboles en rangées hétéroclites est incohérent avec d'autres systèmes d'écriture mésoaméricains. Il se peut donc que chaque symbole soit une information indépendante. La répétition de certains symboles pourrait toutefois indiquer une lettre ou un mot répété. Peut-être parviendrons-nous un jour à le déchiffrer. Bien avant que les gens apprennent à jouer et aiment le jeu d'échecs, ils jouaient à un jeu inspiré des Vikings appelé Nefotophel, ou à des jeux basés sur lui. Si personne ne connaît les règles précises de ce jeu de plateau antique, des preuves de sa popularité existent partout en Europe. Voici une pièce de Nefotophel particulièrement frappante qui a été trouvée sur l'île anglaise de Lindisfarne en juillet 2020. Il y avait autrefois un grand monastère médiéval sur l'île, mais le monastère a été assiégé et occupé par des Vikings en l'an 793, lors des premières étapes de l'invasion viking de la Grande-Bretagne. Ils ont probablement apporté avec eux leur jeu de plateau préféré, comme le montre cette pièce faite d'un morceau de verre bleu fortement décoré. Il est probable que c'était le roi, dont le jeu n'en avait qu'un. Nous savons que le jeu s'est finalement répandu dans le reste de la Grande-Bretagne, car des pièces faites d'os ou de bois ont été trouvées dans divers endroits, mais les pièces de verre sont extrêmement rares. En fait, il s'agit seulement du deuxième exemple d'une pièce de Nefotophel en verre jamais trouvée. Des scientifiques du projet Récupération ont localisé 2 bombardiers B-25, des avions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, disparus depuis plus de 70 ans dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'océan Pacifique autour de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été le théâtre d'importants combats durant la guerre, entraînant la perte de nombreux avions et soldats, dont certains restent portés disparus. L'effort conjoint entre les scientifiques de l'Université de Californie à San Diego, de l'Université du Delaware et de l'organisation à but non lucratif Ben Prop visait à localiser les avions disparus et les artefacts associés de la Seconde Guerre mondiale en cartographiant le fond marin et en menant des études. L'équipe a découvert le champ de débris d'un bombardier B-25 qui avait été porté disparu depuis plus de 70 ans. L'épave, endommagée et recouverte de coraux et de vie marine, nécessite des technologies avancées pour l'identification. La documentation de ces découvertes peut aider le gouvernement américain à faire le lien entre les soldats disparus et le site de l'avion découvert, et à l'évaluer pour une éventuelle récupération des restes. Au cours du projet, l'équipe a appris de la part des anciens des tribus locales l'existence de sites d'inhumation supplémentaires et d'autres crashs d'avions sur Terre, mettant en évidence l'importance historique et la transmission intergénérationnelle de ces événements. Vous avez sans doute entendu parler de la Voie lactée, mais avez-vous déjà entendu parler des mers lactées? Si ce n'est pas le cas, nous sommes ravis de vous les présenter. Ce zoo étrangement coloré constitue la plus grande zone de bioluminescence au monde. L'étendue se trouve juste au large de la Somalie.
mais a réussi à échapper à la détection des scientifiques jusqu'en 2005. L'absence de confirmation officielle n'a pas empêché les histoires de circuler. Les marins prétendent avoir vu la mer Blanche et navigué à travers elle depuis des siècles, et leurs histoires ont maintenant été confirmées. La zone, qui est à peu près de la même taille que l'État américain du Connecticut, est même mentionnée en passant dans le célèbre roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Les scientifiques ont ignoré les affirmations pendant des années parce qu'ils pensaient que la concentration de bactéries nécessaire pour produire un tel effet était impossible. Mais Steve Miller a décidé qu'il allait prouver ou réfuter le phénomène une fois pour toutes. Il lui suffisait de comparer les journaux de bord du SS Lima, qui prétendait avoir navigué dans la région en 1995, avec les données du satellite météorologique de la même nuit. Lorsqu'il l'a fait, la vérité lui a sauté aux yeux. On pense que l'effet est causé par une bactérie appelée Vibrio arveyi, bien que la manière dont une telle concentration existe reste un mystère. Dans une prouesse scientifique notable, des chercheurs ont filmé le poisson le plus profond jamais observé, nageant à une profondeur sidérante de 8300 mètres sous l'eau, près du Japon. Le poisson, appartenant à une espèce non identifiée de liparidés du genre Pseudoliparis, a été capturé sur film dans la fosse d'Izu Ogasawara lors d'une expédition de 2 mois menée par des scientifiques du Centre de recherche en haute mer de l'Université de Minderu, en Australie occidentale, et de l'Université des sciences et technologies marines de Tokyo. L'équipe, utilisant des submersibles non habités de pointe connus sous le nom de Landers, a déployé des caméras appâtées pour explorer les fosses du Japon et d'Izu Ogasawara. Cette découverte marque la première fois que des poissons ont été collectés à une profondeur dépassant 8200 mètres. La trouvaille éclaire la capacité d'adaptation des liparidés, qui possèdent des caractéristiques physiologiques spécifiques leur permettant de prospérer à des profondeurs extrêmes, y compris l'absence de vessie natatoire et d'écailles, et la présence bénéfique de 2 mâchoires séparées. En surmontant les défis de la pression et de la température, ces créatures résilientes ont démontré leur capacité à survivre dans les zones les plus inhospitalières de l'océan. La question demeure cependant, pourrait-il y avoir des poissons vivant à des profondeurs encore plus grandes que celles-ci? Une étude révolutionnaire utilisant des satellites radars à haute résolution a révélé un nombre stupéfiant de 19 000 volcans sous-marins, présentant aux scientifiques un catalogue sans précédent de monts sous-marins. La recherche exhaustive, récemment publiée dans la revue Earth and Space Science, offre des perspectives précieuses sur les courants océaniques, la tectonique des plaques et le changement climatique. Avant cette étude, seul un quart du plancher océanique de la Terre avait été cartographié à l'aide de la technologie sonar. Les nouvelles découvertes ont surpassé les estimations précédentes, révélant qu'il y a encore plus de 27 000 monts sous-marins non cartographiés. En exploitant les capacités des satellites radars, les scientifiques peuvent non seulement mesurer la hauteur de l'océan, mais aussi explorer les profondeurs cachées de l'océan, offrant une représentation plus précise de la topographie du fond marin. Les données recueillies à partir de divers satellites, dont le Cryosat-2 de l'Agence spatiale européenne, permettent la détection de monts sous-marins aussi petits que 1100 mètres de hauteur, permettant des estimations de la hauteur des volcans sous-marins avec une précision remarquable. Ces découvertes ont déjà contribué à la cartographie des monts sous-marins dans l'océan Atlantique Nord-Est, éclairant l'évolution d'un panache mantélique alimentant les volcans islandais et améliorant notre compréhension des courants océaniques et des remontées d'eau. La richesse des connaissances dérivées de ces observations par satellite radar ouvre des possibilités passionnantes pour une exploration scientifique plus approfondie et l'étude des phénomènes sous-marins. Le tube Transbay est une merveille d'ingénierie qui relie les villes de San Francisco et Oakland en Californie, aux États-Unis. Il sert de lien de transport vital, permettant aux trains de circuler sous la baie de San Francisco. L'un des aspects les plus fascinants du tube Transbay est la section qui passe sous l'eau, couvrant une distance d'environ 5,5 km. Construire un tunnel sous l'eau présente des défis uniques, mais les ingénieurs ont conçu une solution innovante pour créer le tube. De grandes sections de béton préfabriquées, appelées éléments de tunnel, ont été fabriqués sur Terre. Ces éléments, pesant jusqu'à 45 000 tonnes chacun,
ont ensuite été flottés en position et submergés dans une tranchée préparée au fond de la baie. Du gravier et des rochers ont ensuite été placés autour des éléments de tunnel pour assurer leur stabilité et leur protection, veillant à ce qu'ils restent en place plutôt qu'à dériver au fond de la baie. La construction du Transbay a eu lieu de 1965 à 1969 et il a été ouvert au service en 1974. Depuis lors, le tube a joué un rôle clé dans la facilitation d'un transport pratique et efficace entre San Francisco et Oakland, bénéficiant aux navetteurs et aux résidents de même. Des chercheurs ont fait la découverte fascinante d'un labyrinthe de verre créé par une éruption volcanique sous-marine dans l'arc arrière de la fosse des Mariannes, dans l'ouest du Pacifique. L'éruption, qui a eu lieu entre 2013 et 2015, a entraîné la formation d'un réseau labyrinthique de lave noire vitrifiée qui s'étend sur environ 7,5 km à travers le fond de l'océan. La structure, située à près de 5 km sous la surface de l'océan, est plus profonde que la hauteur du mont Rainier au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'éruption la plus profonde de son genre au monde. L'équipe d'exploration a trébuché de manière inattendue sur le palais de verre en cherchant des cheminées hydrothermales cachées à l'aide de submersibles robotiques. Dirigés par le géologue marin Bill Chadwick de l'Université d'État de l'Oregon, les scientifiques ont observé la surface sans sédiments du jaillissement de fluide hydrothermal frais, indiquant le refroidissement récent de la lave. La découverte est significative car elle donne des aperçus des caractéristiques chimiques et biologiques des éruptions sous-marines, éclairant des aspects auparavant inexplorés de l'activité volcanique dans l'océan. La zone inhabituelle a été surnommée poétiquement le jardin de verre et est sans doute tout aussi belle que n'importe quel jardin que vous trouverez sur Terre. Le USS Liberty, un navire cargo de l'armée des États-Unis, a connu un destin tragique lorsqu'il a été torpillé par le sous-marin japonais I-Cent 66 en janvier 1942 près de Bali, en Indonésie. Construit à l'origine comme un navire de conception 1037 pour le Conseil d'expédition des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, il a servi sous le nom de USS Liberty dans la marine des États-Unis. Notamment, il a été le premier navire construit à la Federal Shipbuilding de Kearney, dans le New Jersey. En 1963, une éruption volcanique a fait déplacer l'épave de la plage à son emplacement actuel, où elle est devenue un site de plongée populaire. L'épave repose dans des profondeurs d'eau allant de 8 à 30 mètres au large de la côte de Tulamben à Bali en Indonésie. Les plongeurs peuvent explorer la vie marine et les formations coralliennes qui ornent les restes du navire, offrant une expérience immersive alors qu'ils naviguent à travers l'épave. Ils sont témoins de la résilience incroyable de la nature, avec des coraux vibrants et une myriade de poissons colorés transformant le navire autrefois majestueux en un habitat sous-marin. Ce vestige submergé sert de rappel poignant des événements historiques qu'il a vus et de l'impact durable de la guerre sur l'environnement marin, mais il témoigne également du pouvoir du temps et de l'interaction fascinante entre l'histoire humaine et le monde naturel. En se déplaçant autour de la côte de la Floride aux États-Unis, nous trouvons une entreprise offrant aux familles un lieu unique pour faire enterrer les restes de leurs êtres chers pour l'éternité. Les jours où le seul moyen d'enterrer les défunts était un cercueil sont révolus. Vous pouvez désormais reposer de presque n'importe quelle façon que vous désirez. Et cela comprend devenir une partie d'un récif océanique vivant. Selon vos croyances spirituelles, vous pourriez même aimer penser à cela comme une seconde vie. L'entreprise s'appelle Eternal Reefs et, pour le bon prix, ils ajouteront vos restes mortels à des dômes appelés Reef Balls, qui sont fixés au fond de l'océan et fournissent à la vie marine un endroit où s'appeler maison. Il y a un avantage environnemental au travail que fait l'entreprise. On a constaté que les récifs côtiers autour de la Floride se dégradaient. Donc, la création de nouveaux récifs compensera au moins une partie des dégâts. Cette sphère est faite avec les cendres des êtres humains incinérés, mélangées avec du ciment, formant des structures perforées qui pèsent jusqu'à 1800 kg chacune. Il faudrait une tempête assez forte pour les déplacer une fois qu'elles sont en place. Près de 8 ans après sa création, le récif artificiel inspiré par Nautilus du jeu League of Legends continue de prospérer au fond de la baie Moreton en Australie. En 2015,
La communauté des joueurs a collaboré avec le développeur Riot Games pour établir cet habitat écologique unique. Récemment, un plongeur local a partagé une mise à jour sur l'évolution du récif à travers une série d'images sur Reddit. Le plongeur a fourni un aperçu de la transformation du récif au fil des ans. Les images montrent le naufrage initial suivi de son évolution au cours des années qui ont suivi. Le récif a connu une croissance remarquable, avec une végétation couvrant des parties de la statue de Nautilus et de la base du récif, créant un habitat diversifié pour diverses créatures marines. Le projet de League of Legends sert un but vital, fournissant un sanctuaire pour la vie marine. Il affiche également fièrement une plaque portant les noms de 42 006 invocateurs qui ont contribué à sa création lors de la Semaine de l'Océan 2015. Chaque point gagné par les joueurs en remportant des parties en tant que champion de la Semaine de l'Océan ou en groupe préformé a joué un rôle significatif dans le développement du récif. La collaboration de la communauté de League of Legends a abouti à une merveille sous-marine remarquable qui continue de favoriser la vie marine et illustre la puissance des initiatives de jeu dans les efforts de conservation du monde réel. Le sculpteur britannique Jason De Caer Taylor est célèbre pour les œuvres d'art qu'il crée sous l'eau. Certaines des meilleures de ses œuvres peuvent être trouvées près de Pamenang en Indonésie et portent le nom collectif de Nex, le parc de sculptures sous-marines, destiné à servir de récif de corail artificiel, peut être trouvé près des îles Gili, en particulier Gili Meno. Taylor a créé 48 sculptures grandeur nature pour être envoyées au fond de la mer, toutes prises à partir de moulages de vraies personnes qui se sont portées volontaires pour être immortalisées dans le cadre du projet. L'artiste dit que ces sculptures symbolisent le cercle de la vie. Certaines d'entre elles représentent des humains en vieillesse, voire à l'approche de la mort. Mais des formes de vie marine comme les éponges, les coraux et les algues poussent sur leur surface. Son travail est fait de béton écologique et est conçu pour se décomposer. Donc, à un certain moment dans le futur, les statues s'effondreront en ne laissant plus rien. D'ici là, elles joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème local et encourageront même les créatures marines à créer des habitats permanents ici. Nous sommes tous familiers avec l'image de ces gigantesques cheminées d'usines qui crachent leur fumée dans le ciel des villes. Mais combien d'entre vous savent que le même phénomène se produit également naturellement sous l'eau? Ce phénomène est connu sous le nom de fumeur noir, et le plus grand jamais observé a été documenté au large du Costa Rica en 2007, à 2580 mètres sous le niveau de la mer. Positionnée sur une crête volcanique, cette cheminée minérale tout naturelle émet une eau chaude et sombre qui ressemble exactement à une épaisse fumée noire. Au passage, elle attire une faune marine tropicale rarement, voire jamais, vue ailleurs sous les vagues. Cette faune marine comprend des méduses roses du genre styloméduse et des vers tubulaires épineux qui ont recouvert l'orifice de la cheminée et contribuent à expliquer pourquoi ce fumeur noir a été officiellement nommé le champ hydrothermal de la méduse. À la bouche de la cheminée, la température de l'eau atteint 335 degrés Celsius. Dans des conditions normales, elle bouillirait, mais la pression de l'eau à cette profondeur est si grande qu'elle empêche le processus de se produire. Autrefois, Port-Royal en Jamaïque était connu comme la cité la plus dépravée du monde. À la fin du XVIIe siècle, c'était un lieu sans loi, un foyer d'activités de pirates et de débauches alcoolisées. Il est prétendu que près d'un bâtiment sur 4 était un bar ou une maison close, voire les deux. Un rhum incroyablement fort y était distillé et l'argent volé y était accepté dans les bars et les auberges sans que personne ne pose de questions. Lorsqu'un énorme tremblement de terre a frappé la région et a englouti la moitié de la ville en 1692, beaucoup de gens de l'époque l'ont perçu comme un châtiment divin. 33 hectares de terre construites sur du sable ont été engloutis sous les vagues. Malgré les 12 mètres d'eau qui les recouvrent, beaucoup des anciens bâtiments et artefacts sont si bien préservés que certains experts les comparent à Pompéi en termes d'importance historique. De nombreux objets provenant des profondeurs ont échoué sur la plage au fil des années, y compris une montre de poche de 1686, arrêtée à 11h43, l'heure exacte à laquelle le tremblement de terre a frappé, le 7 juin de cette année fatidique.
Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.